Ce podcast vous est proposé dans le cadre du projet Capsule pédagogique pour l'intervention civile de paix. Il a été réalisé avec le soutien de Pax Christi France et de la commission Justice et Paix. Je suis Pascal Djebege, je suis camerounais et prêtre dans mon église qui se situe au nord Cameroun, donc dans le diocèse de Mara-Mokolo, dans la région de l'extrême nord. Depuis 2013, je suis prêtre. À partir de 2016 jusqu'en janvier 2019, j'ai fait concomitamment les études de philosophie et de master en droit de l'homme à l'Université catholique d'Afrique centrale. En lisant Les signes du temps, je me suis aperçu que dans ma région, il y a trop d'injustice. Bon, la région de l'extrême nord se situe à presque 1500 km de la capitale politique. Et nous sommes plus proches du Tchad et du nord-est du Nigeria. C'est une zone où il manque d'eau, il y a beaucoup de chaleur. Les populations souffrent de la question d'eau. Donc, nous sommes dans la zone la plus peuplée du Cameroun, mais de manière constante, nous sommes les plus pauvres. Je me dis qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour dénoncer, il faut faire quelque chose pour promouvoir l'homme. La situation socio-économique est inquiétante dans cette région. Il n'y a pas de boulot. Les jeunes sont obligés de faire l'immigration vers les grandes métropoles comme Yaoundé, Douala. Et en plus de la situation socio-économique fragile, il y a la question de Boko Haram. Et le nord Cameroun a connu plusieurs exactions de Boko Haram, des villages étaient brûlés, et il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées, des enfants ont été enrôlés, donc plus de 3500 à ma connaissance, et plusieurs jeunes filles et enfants sont utilisés comme des bombes humaines, et cela conduit à une forme de psychose générale, et cette situation a aussi entraîné un fort déplacement des populations vers l'intérieur de l'État, donc particulièrement vers Maroua et vers Moura. Donc c'est pour ça que nous avons un camp de réfugiés à Zamaï et nous avons une forte population de déplacés qui sont dans nos familles respectives. Une loi antiterroriste dont la réprimant les actes terroristes a été votée par le Parlement en décembre 2014, et cela a contribué à un fort déploiement de l'armée dans la région de l'extrême nord, et particulièrement dans la ville de Moura. Et dans la coopération sous-régionale, il y a les forces mixtes multinationales qui ont été aussi mises en place pour appuyer le Cameroun, le Tchad, dans la lutte contre Boko Haram. La présence militaire est importante. Elle a permis la sécurité des frontières, aussi des personnes. Et aussi la présence militaire, comme je le disais, a aussi causé beaucoup d'entorses dans la promotion des droits des personnes. Et il y a des stigmatisations des musulmans, ça il faut le dire. Il y a des filles, des femmes qui sont violées. À travers l'association Réseau pour la protection des droits de l'homme, de l'environnement et la promotion de la culture de la paix, qui est dénommée REBDEC, je travaille avec un groupe d'enseignants d'université, des psychologues, des étudiants de droit pour assister les victimes de guerre et particulièrement les femmes veuves des militaires camerounais, les femmes veuves ou non des ex-combattants Boko Haram et des jeunes filles qui ont été aussi victimes de viols que ce soit par Boko Haram ou l'armée camerounaise.
Voilà, nous essayons de les accompagner, de les construire en groupe, pour qu'ils puissent prendre conscience de leur état, qu'ils puissent accepter ce qui est arrivé et ensemble voir dans quelle mesure on peut mieux s'organiser pour rétablir leur dignité. Parce que je pense que c'est des personnes qui sont vulnérables. Pour l'instant, nous les organisons en groupe. Donc nous avons travaillé avec 3 groupes et nous avons un projet à la longue d'unifier ces groupes. Voilà, avec les veuves militaires, nous les accompagnons juridiquement pour que leurs pensions, les pensions de leurs époux puissent être recouvrées pour qu'ils puissent prendre soin d'elles-mêmes et de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants. Bon, je me dis, après les honneurs militaires, elles sont oubliées, que ce soit par l'État, que par leur famille biologique. Et en plus de cette réalité, certains m'ont raconté leur expérience où elles étaient soumises à la loi de Lévira. Donc, lorsque ces filles décident de ne pas obtempérer, elles sont battues, elles sont torturées. Et les biens de leurs défunts époux sont arrachés et elles sont obligées de quitter ou de fuir leur famille ou leur village pour s'établir ailleurs. Et dans le cas d'espèces, beaucoup sont établis à Moura, dans l'ancien lieu de travail de leur époux. Et là, elles doivent se débrouiller, comme on dit, pour survivre et éduquer leurs enfants. Donc, soit elles se débrouillent avec le peu qu'elles ont pour faire des petits commerces, soit elles se transforment en femmes de ménage, soit elles se prostituent. Et beaucoup d'entre elles vivent cette réalité. Concernant les femmes des ex-combattants, elles sont stigmatisées dans les villages après leur retour. Elles parviennent à échapper au camp de Boko Haram. Bon, j'ai rencontré une dizaine qui m'ont partagé leur expérience, qu'après le décès de leur époux, elles étaient données à un autre Boko Haram. Et, du coup, 1 ou 2 ont eu des enfants soudanais et arabes aussi. Donc, quand elles parviennent à rentrer, elles sont stigmatisées, rejetées par leurs camarades d'enfance. Voilà. Elles ne parviennent plus à aller sur les lieux publics parce que on les considère comme des personnes qui ont pactisé avec le mal. Mais ce qui est louable, c'est que les familles, leurs propres familles les accueillent. Voilà. Avec les filles mères, que j'ai pas appelées parce qu'elles sont mères, elles ont été abusées par l'armée camerounaise, comme par des militaires ou bien des combattants Boko Haram. Mais la plupart des cas que j'ai sous la main, c'est des militaires camerounais. Donc, plusieurs d'entre elles sont malades. Donc, ils ont contacté les MST, d'autres le SIDA, il faut les accompagner. Et du coup, lorsque ces filles sont dans cette situation, mais la famille ne s'occupe plus d'elles. Il faut rencontrer les parents. Bon, si ces filles vont vers les militaires, soit certainement ça avec les complicités des parents, ou bien c'est des parents qui ne parviennent plus à assouvir les besoins minimums de ces filles-là. Et du coup, elles se cherchent. Voilà. Pour certains, ils sont violés. Ça, il faut le reconnaître. Et ce qui est sûr, c'est un travail que nous faisons en amont. Donc, nous rencontrons les familles pour pouvoir parler avec elles, pour qu'elles puissent intégrer la situation. Et pour moi, donc, il y a un travail de conscientisation, de sensibilisation qui s'est fait et que nous avons comme projet actuellement. Et cela va de soi aussi avec les époux ex-combattants. Donc, il faut travailler à les mentalités pour qu'ils puissent accueillir ceux qui reviennent au village. Et je pense que
on doit leur donner cette chance. Je suis acteur de la non-violence et pour moi, la guerre ne résout pas tous les problèmes. Ou bien les véritables problèmes ne se résolvent pas par les armes. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens politiques ou des moyens pacifiques pour résoudre les problèmes. Et ça, on le résout à la racine. Il faut dialoguer. Et la question de Boko Haram, c'est une question d'ignorance. C'est une question de malaise socio-économique. Et c'est ce qui a poussé les gens à rejoindre le camp de Boko Haram. Je pense que les leaders religieux ont encore une influence considérable sur la population. Ils sont suivis. Et je pense qu'aussi en dialoguant, à travers aussi leur médiation et leur négociation, ils peuvent résoudre plusieurs conflits, que ce soit d'ordre foncier, qu'il soit aussi, il peut y avoir des conflits de religion. Devant ces dessins pessimistes, rien n'est perdu. Il y a toujours un grain d'espoir. Et je pense aussi. Et on a besoin de la solidarité de tous. Nous sommes tous solidaires et nous devons comprendre que apporter un grain d'espoir, une petite lumière de paix, c'est aussi faire un pas dans notre humanité. Et ça, j'y crois vraiment.